y a encore des coupures, cette fois-ci, c'est dommage. Donc je disais simplement que l'élève ou l'enfant, par lui-même, va de manière plus fluide accéder à ce changement et l'accepter tout simplement. Il y a le phénomène de résilience aussi, de résiliation, qui va s'enclencher beaucoup plus rapidement. Bon, bref, d'accord. Donc au niveau de l'enfant, évidemment, il va nécessiter, donc, nous disions, des conditions favorables à ce développement intellectuel et réflexif accéléré. Et vous allez voir que ces conditions, parfois, n'ont rien à voir avec la réflexion. Les gens parlent très peu aussi de l'équilibre nutritionnel. On en parle beaucoup chez l'adulte, mais chez l'enfant, c'est la même chose. Vous savez que ça aussi, c'est encore des parenthèses que je pourrais faire, sinon je m'évaderais trop, mais bon, vous savez que la nutrition joue un rôle très important sur l'équilibre psychologique, sur l'humeur, sur le moral, sur énormément de choses. Et cela commence très tôt, chez les gamins, très très tôt, il faut le savoir. Donc l'équilibre nutritionnel, la qualité du sommeil, bon ben ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est admis finalement dans l'esprit de tout le monde et qui joue un rôle bien évidemment très important, ne serait-ce que par la capacité qu'a le cerveau pendant le sommeil profond, notamment on l'appelle, de réorganiser tous les événements de la journée. Donc rien que ça déjà c'est la preuve que la qualité du sommeil ou encore la pratique d'une activité sportive. Moi j'attache énormément d'importance bien sûr au sport. Ok, moi ce sont les choses que je fais depuis toujours, du sport et du piano de toute façon. Donc bon, et ce sont deux domaines qui interagissent énormément et qui fonctionnent parfaitement. On travaille le corps et l'esprit dans les deux et on peut vraiment tenir comme ça toute une vie sans. Bref, donc bon, bah voilà, son ouverture sur le monde extérieur sera importante. Ça, je le répéterai toujours, on se développe, bien sûr, par l'autre, pour soi, mais également pour l'autre, quelque part aussi, et par l'autre. Le développement affectif se base toujours sur autrui. Donc l'interaction avec l'entourage, c'est également un facteur de développement intellectuel. Le développement intellectuel, c'est un terme qui est très large, qui peut renfermer plein de domaines différents. Il n'y a pas que le niveau intellectuel, contrairement à ce que l'on a pu croire pendant des années, le QI par exemple. Non, il y a la culture, il y a la connaissance de soi, la capacité de réflexion, la connaissance des autres, l'ouverture d'esprit, notre ouverture sur le monde extérieur. Il y a des tas de facteurs qui constituent le développement intellectuel. Et donc l'enfant doit partir à la découverte des différentes opinions, des différentes cultures, des autres opinions aussi, comment dire, on dit souvent par exemple qu'il ne faut pas opposer les opinions, mais il faut les apposer pour avoir une vision plus globale, une vision plus fine et moins restreinte. C'est la vérité, il faut l'apprendre ça à un enfant. Vous voyez, encore un exemple. Vous parlez avec votre enfant et puis d'un coup, bon ça on le sait, c'est le manque de régulation des émotions, c'est la mentalisation qui parfois n'est pas évidente à cet âge-là, il faut leur apprendre, bien sûr, nous sommes là pour ça. La mentalisation, c'est la connaissance de soi, des états d'âme, des émotions, etc. L'enfant parfois a du mal à réguler ses émotions et la preuve c'est que vous savez que c'est un des premiers livres que l'on apprend souvent en petite section, actuellement, on le voit, moi je le vois avec différentes écoles ici. C'est le livre des émotions, ça s'appelle. Ben voilà, mais ça c'est très bien justement, apprendre à ce que c'est, à savoir ce qu'est la joie, la tristesse, la peur, je ne sais pas moi, tous ces sentiments qui font partie intégrante tout au long de notre vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas vrai. Il y a toujours des problèmes qui surviennent, parfois des drames, parfois des choses, et c'est comme ça, il faut y être confronté. Et donc l'enfant doit apprendre. Tout cela doit développer une base sécurisante et une régulation de ses émotions. Et ce que je voulais dire, c'est que il arrive parfois qu'il n'en soit pas forcément capable et que lorsque son opinion est confrontée à autrui et surtout son opinion est détruite, entre guillemets, bien sûr, mais cela peut très bien arriver, eh bien qu'est-ce qui se passe? Justement, le rôle des parents est là pour essayer de faire comprendre à son enfant, pas tellement pour pour le rassurer évidemment, c'est important, mais au-delà de l'enfant rassuré, ce qui est très important, c'est de lui faire comprendre que plutôt que de se fâcher, parce que l'enfant a constaté que son opinion était peut-être mal perçue par autrui, ou était peut-être, je ne sais pas moi, n'était pas approuvée par un tel ou un tel, ou qu'un enfant s'est moqué de lui, mais le plus important, c'est non seulement qu'il soit rassuré, mais au-delà, c'est qu'ils comprennent que toutes les opinions sont différentes et qu'il ne faut pas les opposer. Il faut au contraire les apposer, dans le sens où il faut les mettre toutes ensemble pour en tirer
le meilleur profil. Vous voyez, ça encore, c'est l'esprit toujours de tri, hein, le tri de l'information, l'esprit autocritique. Il va comprendre, hein, que dans son opinion, il y a peut-être des failles, il y a peut-être quelque chose à revoir ou non. Peut-être que c'est l'autre qui aura tort, je ne sais pas. Mais peu importe, le but étant de ne pas se fâcher, de ne pas se bloquer. Au contraire, d'apprendre à parler même si l'on n'est pas d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut essayer de faire comprendre aux enfants très tôt. Tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, ok, tu as le droit. C'est parfaitement ton droit. D'ailleurs, c'est bon signe quelque part. Ça veut dire que l'enfant affirme sa personnalité, il est en train de la construire. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Et moi, je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. L'échange, la construction, toujours, on se construit par le toi, le moi, le toi, toujours. Vous voyez, ça revient tout le temps ensemble, hein. Tout revient. Et donc voilà, ce qui est très important, c'est ça, c'est d'arriver à faire comprendre à un enfant qu'il n'est pas seul au monde et qu'il y a un monde autour de lui qui doit interagir, il ne doit pas se bloquer. Ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel dans le développement, c'est un des facteurs du développement intellectuel chez l'enfant. Il est en train de former sa propre personnalité, mais il ne doit pas la former en se bloquant. C'est très intéressant. Au contraire, il doit la former en s'ouvrant. Voilà. Donc ce facteur environnemental, au passage, quand même, va lui servir aussi à exprimer ses points de vue, et oui, sa perception des choses, donc ce n'est pas négligeable, hein, n'est-ce pas? L'interaction avec autrui lui permet de comprendre les similitudes, vous voyez, c'est ce que je disais, les divergences, et à exposer et à argumenter, vous voyez, l'argumentation qui revient toujours. Lorsque notre opinion est mal perçue par autrui, ou peut-être n'a pas été comprise, ça vient soit du fait qu'il peut y avoir une faille dans notre opinion, ou alors tout simplement que l'on n'a pas encore été capable de l'argumenter suffisamment. Nos capacités oratoires également jouent un rôle important. L'enfant va apprendre à exprimer ses opinions et va apprendre à argumenter. Vous voyez ce que je disais juste avant dans l'autre vidéo, le questionnement, le pourquoi, le comment. Voilà, tout plein de choses qu'il faut développer chez les enfants, c'est évident. Alors donc, ben voilà, c'est l'exemple, hein, que je citais à propos du jeu libre. Nous y venons. C'est un exemple qui vient à peu près vers 3 ans. Hein. Enfin, c'est variable. Au niveau des âges, hein, pour la mienne, c'était à peu près 3 ans, peu importe. Ça peut être 4 ans, ça peut être 2 ans, selon l'avancement, hein, selon la maturité de l'enfant, c'est évident. C'est la planification des jeux par l'enfant. Il aime se fixer des objectifs à réaliser lui-même, sans que vous l'ayez contraint à dire, tiens, ben ouais, allez, viens, on peut faire un puzzle ensemble, un jeu de société. Non, non, non. Lui, il veut se fixer des objectifs lui-même à réaliser. On sent qu'il a cette volonté, hein, bien sûr, de grandir, qui est en train de naître en lui. Hein. Il décide des règles, et même parfois il change le jeu qu'il a lui-même imaginé. C'est ce qu'on appelle le jeu libre. Hein, et il faut le respecter, c'est très important, hein, n'est-ce pas? Il faut parfois apprendre, ça c'est une question, hein, aussi de mettre sa fierté de côté, hein, en tant que parent. Il faut apprendre parfois à sortir un petit peu de sa propre zone de confort, de son propre, de ses propres règles qu'on a pu nous inculquer, hein, depuis toujours, et de son propre cadre tout simplement, et même de celui que l'on voudrait, qu'on fantasmerait, sur lequel l'enfant s'appuierait. Ben non, il faut sortir un peu de ce cadre de temps en temps, bien sûr, pour laisser place justement à cette liberté. Pour l'enfant, c'est très important, parce que par ce moyen, l'enfant va mettre en place des processus mentaux de réflexion. Eh bien oui, parce qu'il va réfléchir à son jeu qu'il est en train d'inventer. C'est important, il est en train de faire marcher ses méninges, il développe son attention aussi, bah oui, forcément, hein, sa concentration, son jugement personnel face à une situation donnée, oui, jugement personnel, et après, vous allez voir, ça va s'enchaîner. Sa confrontation avec les autres enfants va être mise à l'épreuve, et bien oui, parce que qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il ne va pas se contenter juste d'inventer un petit jeu comme ça à la maison, il va vouloir le présenter à autrui, comme souvent, hein, chez les enfants, c'est le cas. Il va aller dans, je sais pas, dans un parc, où il va être invité chez des amis, et il va commencer justement à vouloir essayer d'exposer, hein, ce nouveau jeu aux enfants, aux autres copains et copines. Donc les parents doivent naturellement soutenir l'enfant et l'influencer toujours dans des choix raisonnés. C'est toujours qui est là la grande difficulté dans le rôle des parents, je trouve, c'est d'arriver à cette histoire de choix raisonné. C'est-à-dire que l'enfant parfois peut virer à l'extrême en essayant d'imposer telle ou telle règle, et on sent évidemment, nous en tant que parents, que c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas du tout avec tel ou tel enfant, ou ceci, cela, ou on sent qu'il commence à s'égarer totalement lui-même dans son imagination. Alors ça peut être quelque chose de très intéressant, bien sûr, mais
l'enfant doit apprendre également à créer un chemin raisonné sur lequel il va entraîner les autres enfants, hein, n'est-ce pas? Si c'est trop fantasque, trop... je ne sais pas comment l'exprimer, mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on appelle essayer de lui apporter de la raison, quelque chose de raisonné, hein, n'est-ce pas, de raisonnable même, on pourrait dire tout simplement. Donc l'enfant va modifier ses mécanismes cérébraux, et oui, parce que il va avoir l'influence des parents, le jugement des parents, de l'autre, de lui-même, il agit sur lui-même, sur les autres, il constate tout un tas de changements aussi dans sa tête, hein, parce que je le répète toujours, le cerveau c'est comme un gros ordinateur, et donc il y a un petit quelque chose qui va être modifié dans le disque dur, là, hein, ce qu'on appelle des mécanismes cérébraux, on appelle ça des fonctions cognitives. Il va faire preuve d'inhibition, pourquoi? Parce que lui-même sent qu'il y a des choses qui fonctionnent dans son jeu, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il va commencer à faire preuve d'adaptation, etc. Il va faire preuve donc d'inhibition, j'appelle ça, hein, n'est-ce pas? Et il va imaginer lui-même son jeu avec ses propres règles, et c'est au regard de son application, et oui, parce que le jeu en lui-même lui paraît très bien sûr, mais au regard de son application des conséquences émotionnelles, vous voyez, toujours l'émotion, et comportementales sur les autres enfants, ainsi que sur lui-même. Et c'est comme ça, en fait, en constatant, comment dire, en analysant en quelque sorte hein, les émotions et les comportements des autres enfants, qu'il va comprendre et qu'il va être amené à faire preuve d'inhibition et à changer certaines choses. Et là, ça devient intéressant. On en arrive à ce qu'on appelle en psychologie une analyse comportementale et même émotionnelle. Et vous voyez, ce sont des choses qui commencent très tôt. Vous voyez, comme quoi, juste une parenthèse, mais avec comment dire, des choses banales de la vie de tous les jours. En fait, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils peuvent stimuler à tout va leur enfant. Et voilà. Et après, cette stimulation, elle se range dans des cases que l'on appelle après l'interprétation, les facteurs de protection, etc., etc. Mais en fait, là, c'est toute la personnalité d'un individu qui est en train de se construire. Et les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils voient juste un enfant qui joue, ils sont là avec leur téléphone sur le banc, enfin bon, ouais, on voit souvent ça, hein. Ils ne s'investissent pas alors qu'ils pourraient le faire, justement. Bref, hein, ok. Et donc cette analyse comportementale, encore une fois, va se retrouver aussi hein, dans l'apprentissage musical. On en reparlera plus tard, hein, bien sûr. Et donc par la réaction d'autrui, l'enfant va comprendre son propre mode de fonctionnement, et celui des autres. Il va comprendre comment fonctionnent les autres enfants parce qu'ils ont réagi de telle ou telle manière à ce que lui vient de leur proposer ou de leur imposer. Imaginons, certains enfants sont plus dominants et essayent d'imposer les choses, pas seulement de proposer. Et donc, en fonction de la réaction comportementale d'autrui, l'enfant observe, il apprend, il découvre telle ou telle émotion qu'il va retrouver parfois chez lui ou pas, etc. Il va en tirer des conclusions. Et ces conclusions, elles vont s'inscrire dans sa mémoire parce qu'elles vont le marquer comme une base de données. Ça, c'est très important. Vous voyez, cette histoire de marqueur, hein, toujours, c'est un peu le rôle des parents. C'est d'arriver avec justement des choix raisonnés, dont je disais, hein, des choix aussi raisonnables et raisonnés, les deux sont valables, d'arriver à marquer l'enfant, à le marquer durablement à partir du moment, bien sûr, où cela ira dans son sens et dans un sens de développement intellectuel. Mais voilà le marqueur en quelque sorte hein, des parents et de l'entourage, hein, bien sûr, pour qu'ils puissent réussir à modifier ses futures actions. Il apprend à mettre en place donc des processus mentaux qui lui permettent d'anticiper. Voilà encore hein, une qualité que l'on va retrouver dans l'apprentissage musical. L'anticipation mentale, on en parlera beaucoup avec la théorie idéomotrice. Je vous laisse hein, déjà commencer à regarder tous ces éléments, mais pédagogiquement, c'est hyper important. Et donc, il apprend à mettre en place tous ces processus, je disais, donc il apprend à anticiper, à réfléchir sur ses propres actions et à modifier son propre comportement en fonction de ce qu'il observe, hein, n'est-ce pas? Il fait évoluer sa pensée grâce à sa capacité d'inhiber ses erreurs. Ça aussi, c'est une des bases de l'apprentissage musical. Inhiber ses erreurs et inscrire de nouvelles connexions neuronales comme informations reconnues et traitées par le cerveau. C'est la base de la résolution des problématiques au piano. Enfin, je parle du piano parce que je parle de ce que je connais, mais peu importe. De manière générale, comment résout-on une problématique?
en apprenant à faire une bêtise. Quand on apprend à faire une erreur, on apprend à ne plus la faire, parce qu'on se pose la question sur le fonctionnement, sur pourquoi j'ai fait cette erreur, que faut-il pour ne plus la refaire, comment puis-je procéder, étape par étape, etc., etc. On a toujours besoin de l'appui, bien sûr, d'un professeur ou d'un parent, hein, si c'est un enfant. Mais voilà, c'est tout un processus qui se met en place chez les petits et qui va se retrouver plus tard, automatiquement. L'enfant, apprend donc ainsi à faire le lien entre la situation de départ, qui était l'imagination de son jeu, ses modifications et ses conséquences. Et donc le résultat sur le futur. Voilà, ça c'est très important. Et donc la mémorisation se met en place. Et donc on peut dire aussi quelque part que l'enfant développe sa créativité. Eh bien oui, ça va de pair avec le développement du monde imaginaire. Il se familiarise avec la complexité grandissante des problèmes. Alors ça, c'est encore un truc intéressant. Pareil, toujours pour l'apprentissage musical. À force de prendre confiance en soi et d'imaginer des choses, de les proposer aux autres, on va prendre ce cas, bien sûr, et de constater que cela fonctionne. Et donc, que va-t-il faire? Il va essayer, comme je dis, entre guillemets, d'en rajouter une couche, n'est-ce pas? De continuer dans ce sens-là à essayer toujours plus, de prendre encore plus confiance en soi et d'essayer d'imaginer des choses de plus en plus complexes. Voilà ce qui est intéressant, complexe. Il se familiarise avec la complexité. Lui faire prendre conscience, toujours, c'est le rôle des parents. Dès qu'on sent une évolution, un stade de quelque chose, lui faire prendre conscience. Vous voyez, là, récemment, encore un exemple, ma fille est arrivée à faire quelque chose avec... alors c'est indescriptible parce que c'est une espèce de toboggan, mais il n'y a pas la partie pour s'asseoir, en fait. Il y a juste les deux grosses barres, et donc... évidemment, on est suspendu dans le vide. Jusqu'à présent, elle savait parfaitement le faire, mais elle me demandait toujours de venir. Et là, elle a surmonté son appréhension. Vous voyez, c'est très récent, ce genre de choses. Il faut leur signaler. C'est tout bête comme exemple, mais ça fonctionne. Il faut leur faire prendre conscience. Leur dire, tu vois, voilà, avant tu n'y arrivais pas, maintenant tu y arrives à faire des choses de plus en plus compliquées par toi-même, et c'est normal, c'est comme ça que tu grandis et que tu deviens plus intelligente, plus forte, etc., etc. Voilà. Lui faire prendre conscience à un enfant qu'il peut se dépasser en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc la complexité, j'appelle ça grandissante des problèmes, un problème qu'il rencontre. Il prend donc conscience de ses progrès. Les parents jouent un rôle très important dans ce domaine. Donc il va gagner en confiance en soi, évidemment, par le fait qu'il parvient à trouver des solutions tout seul. Il parvient à trouver des solutions à une problématique. Son intelligence va évoluer, son niveau de concentration augmente. Et oui, il y a toujours la concentration, l'attention, et c'est comme dans l'apprentissage musical, c'est pareil. Ce sont des principes qu'il faut... mettre en place avant même. Combien de fois on voit des élèves qui se mettent au piano et tout de suite on sent une espèce d'agitation interne. On le sent, ils en peuvent plus, ils bouillonnent. Mais non. Il faut apprendre à respirer, à ne pas justement bouillonner et à se calmer, à se concentrer et à visualiser les choses avant de les faire, toujours à visualiser ses actions. Et donc ça, c'est le niveau de concentration qui augmente, bien sûr, chez l'enfant. Il apprend à contrôler ses impulsions, et oui, il réfléchit avant d'agir, et ses émotions, bien sûr, grâce à l'inhibition cérébrale, toujours, d'accord, il fait maintenant preuve d'anticipation. C'est une qualité très importante, nous avons dit. Donc l'organisation, l'exploration, le plaisir de la découverte, l'envie d'imaginer, vous voyez, des choses très simples, des choses qui sont naturelles finalement chez les enfants. Ces qualités vont découler automatiquement de sa pensée réflexive, qui est déjà très sollicitée à cet âge-là. Et donc c'est là qu'on peut constater très tôt la supériorité du système logico-rythmique dont je parlais au début, qui est la capacité de réflexion par rapport au système heuristique qui lui correspondait au raisonnement intuitif, rapide, par impulsion. Vous voyez, c'est là qu'on voit toute l'importance déjà du développement réflexif de l'enfant. Grâce à cette capacité qu'il a à inhiber ses erreurs et à progresser de lui-même, regardez tout ce qu'il va être capable de faire avec l'appui des parents, bien sûr, évidemment. Et tout ça, c'est très intéressant à constater et à impulser, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire avec cette mise en place de jeux simples, des jeux libres, on appelle ça, qui lui plairont en plus. C'est ça le pire, c'est que ça va lui plaire. Ça va provoquer en lui un désir grandissant de réflexion, parce qu'on va lui faire prendre conscience, on va lui dire clairement, on va lui dire que, tu vois, regarde, tu as réfléchi, tu as fait quelque chose, ça a été admis par les autres, par toi-même, et c'est super, et puis les autres en redemandent. Alors ça, c'est un exemple, les jeux libres, mais ça peut être un autre exemple créatif, X, Y, Z. Il peut y avoir plein d'exemples comme ça, n'est-ce pas?
Et donc, il va développer cette volonté, si vous voulez, comment dire, de lutter contre ces automatismes grâce à ce processus de réflexion. Alors, on peut citer aussi l'exemple des dessins, tout simplement, et leurs bienfaits sur la représentation mentale, d'abord subjective de la réalité. Oui, parce qu'un enfant, quand il apprend à dessiner, c'est très subjectif. Il va vous faire un carré, j'invente, hein, je dis n'importe quoi, mais il va vous faire un carré, il va vous dire que c'est une tête. Ah bah oui, bon ben voilà, c'est subjectif, on appelle ça. Il se représente la réalité à sa manière à lui, il faut le respecter parce qu'au fur et à mesure, de toute façon, c'est le rôle des parents de lui faire comprendre que dans la réalité, une tête, c'est pas forcément carré. Hein. Bon, voilà, un accord. Et donc, après, il va y avoir une réalité de plus en plus objective qui va apparaître et conforme à cette réalité qui l'entoure. Par rapport à l'âge, bien sûr, un enfant de 3 ans ne va pas se représenter la réalité de la même façon qu'un enfant de 6 ans. C'est évident, hein, d'accord? Et donc, le dessin chez l'enfant a certaines vertus, certaines qualités qu'il développe qui sont incontournables, comme la musique d'ailleurs, c'est pareil. La stimulation de la créativité. Ah bah oui, forcément, hein, l'imagination, hein, le monde imaginaire, la réflexion, on va voir pourquoi la réflexion, la résolution de problèmes, ben oui, parce que justement, il faut accepter que, comment dire, un trait se trace de telle ou telle façon, le geste s'exécute de telle ou telle façon, et pas comme ça, parce que sinon, cela ne donne pas le résultat que lui-même aurait espéré, vous voyez, le contrôle de soi, des émotions, toujours les émotions qui reviennent, pourquoi? Ben parce que l'enfant doit accepter l'erreur, aussi doit accepter l'erreur sans se décourager, si vous voulez. L'erreur est quelque chose qui doit l'impulser. Et je vais vous citer encore un exemple, j'aime bien prendre des exemples, mais vous allez dire il y en a beaucoup, mais c'est la vérité, mais il faut. Regardez, par exemple, du jour au lendemain où ma fille a compris qu'une gomme pouvait servir. Qu'est-ce que c'est une gomme? Ça sert à quoi? Je lui ai dit un jour parce que j'en avais tellement marre, parce qu'elle est très perfectionniste. Et j'en avais tellement marre qu'elle s'énerve parce que dès qu'elle faisait une minuscule, par exemple, elle adore dessiner des lettres, des chiffres, des machins. Et alors dès qu'elle voyait que c'était pas conforme exactement au modèle que les livres lui imposent ou que moi je lui disais de faire, elle s'énervait tout de suite, elle jetait tout, enfin bon, ça, on sait que c'est la régulation des émotions, on le sait, bon, c'est comme ça, d'accord? Mais il faut justement essayer de lutter contre, et il faut lui faire... Alors, un jour j'ai eu cette idée toute bête, je lui ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu crois qu'à l'école, on nous a demandé d'acheter des gommes? C'est pourquoi? C'est pour faire joli, c'est pour mettre sur la table, c'est pourquoi? Et là, du jour au lendemain, elle a accepté, ça a été fini, vous voyez? Je sais pas, j'ai mis longtemps à trouver cet exemple qui est tout bête. Vous me direz, je suis bête, mais bon, parfois on ne pense pas forcément à des choses aussi simples. Je lui ai expliqué que la gomme, c'était fait justement pour se reprendre, pour gommer des erreurs et pour recommencer. Et que donc, si les maîtresses, les maîtres et les maîtresses acceptaient que l'enfant ait une gomme sur la table, c'est bien la preuve qu'ils acceptent l'erreur et que c'est par l'erreur qu'on grandit et que c'est en faisant une erreur qu'on comprend la bêtise et qu'après on anticipe le geste et on ne fait plus la même erreur. C'est évident. Bon, bah ça c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour un enfant. Mais vous voyez, encore un exemple très simple de réflexion de la part d'un parent qui s'est dit, mais attends, mais je me suis dit, mais il faut résoudre ce problème de perfectionnisme et qu'elle s'énerve comme ça. C'est pas bon, il faut pas laisser traîner des choses comme ça, des frustrations, vous voyez, ça c'est mauvais. Il faut pas les laisser traîner. Donc il faut trouver une solution. Et ben voilà, la solution elle a été trouvée. Elle était toute bête, elle était sous mes yeux, ça s'appelait une gomme, et lui faire prendre conscience de ce qu'est une gomme. Bah voilà, bah c'est tout bête, et ben depuis, elle accepte quand elle fait des choses de travers, et ben elle sait, elle me dit, attends, je vais gommer, et je vais recommencer, je vais le faire, je vais y arriver. Bah voilà, ouais, tout simplement, vous voyez. Ce sont des espèces de détails insignifiants, de déclics qui créent, qui renforcent la base sécurisante chez les enfants. C'est comme ça. Le plus compliqué, c'est d'arriver à les trouver, à les déceler. C'est le rôle, encore une fois, des parents et de l'éducation. Bref, je sais plus où j'en étais comme d'habitude. Donc oui, je parlais du dessin. Alors oui, alors il y a également le développement de la motricité globale et fine. Et ça, c'est intéressant même pour le piano. La motricité globale, ce sont les grosses, tout ce qui est gros, par exemple, quand l'enfant manipule, vous savez, des gros duplos, là, voilà. Et la motricité fine, voilà, pour que la comparaison est simple, c'est quand il manipule des tout petits Legos, hein, voilà, avec ce tout petit doigt là, voilà. Ben, ça, c'est très bon pour le piano, évidemment. Hein, la coordination main-œil, enfin bon, il y a plein de qualités qui sont développées, et notamment cette histoire de motricité globale et fine est extrêmement importante. Alors cela va entraîner aussi une réduction de l'anxiété. Eh oui, le dessin possède cette vertu, hein, c'est un calmant naturel pour l'enfant, hein, c'est ainsi.
exactement comme la musique d'ailleurs, hein, ça permet de s'évader. Il a des effets positifs sur le cerveau, on le voit, parce qu'il y a certaines hormones qui sont libérées, hein, ça on peut le voir encore une fois par mesure de l'activité cérébrale, sur le moral et sur l'humeur, donc c'est très important, vous voyez. Encore une fois, une activité artistique qui est toute bête, on dirait pas, on se dit tiens, prends une feuille, fais un dessin, mais on se rend pas compte de l'importance en fait, de tout ce qu'il faut essayer de faire derrière pour stimuler encore plus l'enfant. Donc c'est une activité artistique qui présente beaucoup de points communs, je le disais, hein, bien sûr, avec l'apprentissage d'un instrument. Les enfants apprennent à se focaliser aussi sur l'instant présent. Ça, c'est très important. Vous savez, chez les élèves, il y a toujours, je prends encore une comparaison avec l'apprentissage musical, mais c'est finalement le but de cette conférence. Hein. Qu'est-ce que c'est le but, si on voulait résumer? C'est faire prendre conscience du fait que l'apprentissage réflexif est primordial et va influencer directement l'apprentissage musical. Bah, vous voyez, là, par exemple, j'étais en train de me dire que lorsque les enfants dessinent, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent non seulement à se focaliser sur l'instant présent, mais également sur l'instant d'après. Et oui, parce que se focaliser sur l'instant présent, c'est bien joli, mais le dessin ne se résout pas à juste un coup de trait. Il y a une vision globale de ce dessin, n'est-ce pas, à cet âge-là, surtout 4-5 ans, puisque je parlais de cet âge à peu près, on va dire 5 ans, ben l'enfant, si vous voulez, il a déjà une forme de planification de son dessin, dans le sens où il dit à l'avance, il ne fait pas un dessin complètement au hasard, comme quand il avait 3 ans, il faisait un gribouillis, ou 2 ans, hein, bon, d'accord, non, là il dit, bon, je vais dessiner un château, il y aura de l'herbe autour, il y aura des arbres, il planifie déjà, donc il ne peut pas faire n'importe quoi dans l'instant présent, il va exécuter une action, mais il va également penser à ce qui va venir après, il va planifier, organiser les choses sur sa feuille, sur son tableau, sur son ardoise, vous voyez. Donc là, ça c'est intéressant, c'est un gros point commun avec la musique. On va trouver toujours ce défaut hein, chez certains élèves, soit qu'ils ne pensent pas avant l'action, soit qu'ils ne pensent pas pendant l'action, c'est le plus compliqué, c'est-à-dire au moment présent, soit qu'ils ne pensent pas à l'action future, c'est-à-dire le moment qui vient juste après ce qu'ils sont en train de faire. Et parfois, ils se déstabilisent psychologiquement par rapport au moment précédent où ils se sont plantés. Voilà. Vous voyez, ça, ce sont des choses très intéressantes que l'on rencontre également dans l'apprentissage hein, du dessin. Voilà, ils prêtent attention hein, en fait à leur gestuelle et développent une vision, une anticipation en fait de leurs gestes, si vous voulez, en fonction de ce qu'ils ont décidé. Voilà, ils développent aussi certains réflexes de mouvement, ce qui est très intéressant pour la main, aussi pour l'apprentissage musical. Le cerveau est donc très actif, la mémoire aussi joue un rôle important, bien sûr. Les zones motrices sont sollicitées. Et donc c'est un excellent moyen, je voulais dire, de communication et d'expression. Voilà, au même titre d'ailleurs hein, que l'apprentissage d'une activité artistique. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci.